23 décembre 2020, dans tous nos studios. Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue, le sommaire de cette édition. Un projet de création de la Société béninoise de production d'électricité SBPE sera bientôt une réalité au Bénin. Décision prise en Conseil des ministres ce mercredi. L'ambassadeur du Gabon et celle de l'Union européenne près le Bénin ont déposé la copie figurée de leur lettre de créance au chef de la diplomatie béninoise, Aurélien Benoît, ce mardi. Et puis en France, plus jeune président de la République lorsqu'il était élu en 1974, Valéry Giscard d'Estaing est mort ce mercredi 2 décembre à l'âge de 94 ans. Voilà pour le sommaire de cette édition. Merci d'être au rendez-vous. Les détails dans un instant. Corneille Haïssé. Le chef de l'État, Patrice Athanas Guillaume Talon, et son gouvernement se sont réunis ce mercredi 2 décembre où ils ont tenu la réunion hebdomadaire du Conseil des ministres. Au thème des discussions, des décisions ont été prises, entre autres la création et l'approbation des statuts de la Société béninoise de production d'électricité SBPE et l'approbation des mesures pour l'assainissement, l'achèvement et la clôture des opérations de lotissement et le remembrement foncier urbain en cours sur l'ensemble du territoire national. Suivons un extrait du point fait par le porte-parole du gouvernement Alain Orunla. Au titre des mesures normatives, création de la Société béninoise de production d'électricité SBPE. L'État s'investit dans la réalisation et la réhabilitation d'infrastructures importantes de production d'énergie électrique dans l'objectif d'atteindre d'ici quelques années une autonomie énergétique. Aussi a-t-il été jugé opportun pour leur bonne gestion de constituer une société de patrimoine de production d'électricité, la SBPE, distincte de la Société béninoise d'énergie électrique, SB2E, dont la mission essentielle sera recentrée sur la distribution. Cette nouvelle société sera à capital public et aura pour activité la production et la vente d'électricité grâce à l'exploitation des actifs propres, l'achat de l'énergie solaire produite par les opérateurs privés et la vente d'électricité à la SB2E. Le ministre de l'Économie et des Finances veillera, en lien avec le ministre de l'Énergie, à la constitution effective de la société et à son opérationnalisation. Au titre des communications, approbation des mesures pour l'assainissement, l'achèvement et la clôture des opérations de lotissement et de remembrement foncier urbain en cours sur l'ensemble du territoire national. Nos villes sont, en général, caractérisées par une urbanisation incontrôlée et une insécurité foncière qui paralyse aussi bien l'investissement public que privé. En effet, les opérations de lotissement sont souvent exécutées pour la régularisation de l'occupation anarchique par les populations des zones urbaines et périurbaines. Elles ne respectent pas les prescriptions minimales en la matière, d'où des problèmes graves impactant le cadre de vie en milieu urbain. En outre, il est courant que ces opérations ne soient pas conduites à leur terme et génèrent de nombreux litiges fonciers avec pour corollaire des souffrances infligées aux populations en quête d'une sécurité foncière pour leur patrimoine immobilier. Tout spécialement, le diagnostic du secteur révèle que les opérations de lotissement et la gestion des réserves administratives sont gangrénées par des insuffisances de diverses sources ainsi que des pratiques peu orthodoxes. Au nombre de celles-ci figurent l'intervention de techniciens non qualifiés, l'étalement non justifié et anarchique des opérations, le défaut et ou l'insuffisance de provisions budgétaires pour faire face aux honoraires des prestataires, le manque de transparence dans la gestion des frais de lotissement, les interférences de groupes d'intérêt et comités de lotissement, la complaisance, voire la complicité des acteurs, l'affairisme dû à la vente illégale de parcelles, le morcellement et le bradage des réserves administratives. Face à de tels constats, il s'avère impérieux d'assainir les opérations de lotissement et d'achever puis de clôturer celles déjà entamées. Aussi, pour une efficacité optimale du processus d'assainissement, faudrait-il garantir la transparence et l'équité dans le règlement des situations, quelle que soit la commune concernée. Ceci implique une classification selon les différents cas de figure, l'appréciation des solutions applicables à chaque cas et ou la standardisation des correctifs à apporter. Au demeurant,
Le problème se posant à l'échelle nationale, l'approche opérationnelle et le dispositif correspondant devront en tenir compte et être exhaustifs. Parle maintenant de la tournée du chef de l'État, Patrice Athanase Guillaume Talon, était à Pobet ce mardi. Retour sur l'ambiance de l'accueil du président de la République à Pobet avec Natacha Kofi. À la 15e journée de sa tournée nationale de reddition de comptes, le président de la République a visité Pobet ce mardi 1er décembre 2020. La commune de Pobet est le point de départ d'une ligne haute tension de 161 km verticale et abritera aussi la première centrale solaire photovoltaïque du Bénin. Ici, accueil chaleureux a été réservé à Patrice Talon par la population de cette localité. Dans son mot de bienvenue, le maire a témoigné sa reconnaissance au chef de l'État pour les nombreuses réalisations au profit de Pobet. Serrez les ceintures. Monsieur le président de la République, nous n'avions pas tous compris que c'est pour construire un Bénin de fierté nationale. Les populations de votre commune me chargent de vous dire qu'elles ont leurs regards encore tournés vers vous pour d'autres doléances. Il s'agit de la relance et de l'achèvement des travaux de l'hôpital de zone Pobet à Diawere-Ketou, abandonné depuis 2011. Le chef de l'État, Patrice Talon, a rassuré l'assistance du fait que les réalisations s'étendront à bien d'autres secteurs de la commune. Il a par ailleurs démontré que le Bénin connaît un changement remarquable à tout point de vue et est de ce fait en marche pour se révéler davantage. L'essentiel était que le Bénin puisse enfin se prendre en charge, prendre son destin en main. On donne la preuve qu'enfin, nous avons commencé par régler nos problèmes les uns après les autres. Qu'enfin, plus rien ne sera une fatalité pour nous. Parce qu'en 5 ans, nous pouvons donner la preuve que nous sommes capables de relever ces défis. Nos enfants qui sortent du système éducatif, que ce soit à niveau universitaire, niveau secondaire, ou même jusqu'à niveau CEP, sur 100 enfants, 100 personnes qui sortent du système éducatif pour entrer dans la vie active, plus de 70 sont formés à la culture générale. Le Bénin ne forme pas 1% au métier pratique. La création d'emplois requiert qu'il y ait de la main-d'œuvre qualifiée. Si nos enfants sont formés au métier, nous aurons des milliers de créations d'emplois techniques pour les utiliser. Nous devons changer le modèle éducatif. Le gouvernement s'y est mis déjà depuis bientôt 2 ans. Nous avons lancé des études pour identifier les filières nécessaires, utiles, dans lesquelles il peut y avoir rapidement de l'emploi ou de l'auto-emploi. Les financements nécessaires sont déjà mobilisés. D'ici quelques mois, nous allons démarrer la réhabilitation de nos écoles techniques qui sont un peu partout, mais qui ne sont pas fonctionnelles. Les réhabiliter, les équiper et les rendre opérationnelles et en construire des dizaines dans le pays entier. Nous allons donner la priorité à la construction d'écoles de métiers. C'est une dynamique qui nécessite beaucoup de moyens, qui n'est pas visible, mais qui nous permettra à terme de restructurer notre pays, l'éducation des enfants, leur formation et régler le problème de chômage au Bénin. Le président de la République a encore une fois confirmé sa volonté de hisser le Bénin au rang des nations prospères avec une gestion efficiente de ses ressources. Et ce mercredi, le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, a réagi au dernier arrêt de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples CADHP qui demande l'annulation de la révision constitutionnelle. Suivons ici Alain Orula. Le gouvernement rappelle que la révision de la Constitution intervenue sur une proposition de loi est une initiative parlementaire approuvée par l'unanimité des députés. Cette révision de la Constitution a posé les fondations d'une réforme positive du régime démocratique et du système politique, consistant essentiellement à rendre irrévocable la limitation du mandat présidentiel et effectif, le financement public des partis politiques ainsi que la représentation du peuple par les femmes. La révision a en outre concrétisé l'engagement du Bénin, de notre pays, au titre d'une part de l'UEMOA en instituant la Cour des comptes ainsi que les juridictions régionales des comptes et d'autre part au titre du protocole facultatif au pacte international relatif aux droits civils et politiques concernant l'abolition de la peine de mort. L'introduction du parrainage ou d'un mode de parrainage, plus exactement des candidats à l'élection présidentielle et l'alignement des mandats consécutifs à l'instauration dans notre pays comme dans d'autres pays des élections générales et plus précisément des élections législatives et communales ou municipales couplées répondent par ailleurs à la volonté longtemps affirmée par le peuple béninois et sa classe politique d'asseoir au sein de l'attelage institutionnel, administratif et social la rigueur dans la gouvernance, la qualité, l'efficacité des choix politiques et économiques. Dans ces conditions, la révision de notre Constitution ne saurait être considérée comme une remise en cause, ni même comme un recul des acquis démocratiques, mais plutôt comme
le prolongement, le préalable nécessaire au renforcement de l'État de droit et au développement complet et durable des Béninoises et des Béninois. Le constituant de 1990 n'est pas au-dessus du constituant de 2019. Ces préalables étant rappelés, en cette période où nous sommes à la veille de choix politiques, où l'ensemble des Béninois, l'ensemble des citoyens s'apprêtent à honorer l'État et la nation du choix de la personnalité qui va présider aux destinées de notre pays pendant les 5 prochaines années, le président de la République, le président Patrice Talon, rassure du respect de l'engagement contenu dans le serment qu'il a prononcé le 6 avril 2016, à savoir de respecter et de défendre la Constitution que le peuple béninois s'est librement donnée. Le ministre porte-parole du gouvernement est revenu sur le mécontentement des enseignants du supérieur suite aux propos du chef de l'État tenus dans le mono suivant. Pour ce qui est de la réaction des différents syndicats des enseignants qui semblent protester du recentrage du président de la République sur la qualité de notre enseignement, il faut tout simplement rappeler une réalité que nos universités forment généralement des diplômés, peut-être bien formés, mais qui sont des diplômés sans emploi. Et que le président de la République, qui n'a pas une part de responsabilité dans cet état de choses, mais qui au contraire, dans un leadership responsable, veut promouvoir l'emploi et permettre à nos apprenants de trouver des emplois, à orienter les choix stratégiques vers l'adéquation formation-emploi. D'où le choix de privilégier les formations techniques et professionnelles susceptibles de préparer nos apprenants à un emploi et la stratégie globale, la politique financée avec toutes les mesures dont nous avons déjà rendu compte ici, de permettre à nos apprenants d'aller vers des formations qualifiantes qui les préparent à un emploi plutôt qu'à des études théoriques, qu'à des études générales qui restent utiles pour la nation, mais qui ne sont plus aujourd'hui adaptées à la situation de l'emploi et adaptées à la nécessité d'outiller nos jeunes pour amorcer le développement de notre pays qui passe par l'enseignement technique, l'enseignement professionnel, l'ingénierie, la fabrication d'outils et permettre à notre pays de ne plus être un pays de consommateurs, mais un pays de producteurs pour pouvoir, là également, s'arrimer à l'économie du monde. Donc c'est vous dire que la réaction des enseignants, ou plus exactement des syndicats des enseignants du supérieur, est sans commune mesure avec le vœu du président de la République, la volonté du gouvernement de rendre l'enseignement dispensé dans nos centres d'apprentissage, de les rendre compatibles avec la nécessité de procurer un emploi à nos jeunes, à nos apprenants. Autre actualité dans cette édition, le secrétaire du ministère des Affaires étrangères et de la coopération a présidé mercredi la première session du comité d'accompagnement et de suivi du programme de travail 2019-2023 conclu entre le Bénin et la Wallonie-Bruxelles. Le point de la cérémonie d'ouverture de cette session à travers ce reportage de Carl-François Rumbulereto. La première session du comité d'accompagnement et de suivi du programme de travail 2019-2023 conclue entre le Bénin et la Wallonie-Bruxelles s'est tenue ce mercredi à Cotonou. D'une importance à la fois capitale et symbolique, elle offre l'opportunité de procéder avec les partenaires wallons à un état des lieux du niveau d'exécution des engagements pris 2 ans après la signature de la convention de partenariat. N'eût été la COVID-19, cette session était envisagée pour le début de l'année 2020. Il me plaît ici de rappeler que ce moment d'évaluation et de suivi de notre coopération envisagé par les 2 parties au tout début de l'année 2020 avec la perspective d'un déplacement à Cotonou d'une délégation de la Wallonie-Bruxelles n'avait pas pu se tenir en raison de la pandémie de la COVID-19 dont la survenance brutale et le non-infléchissement de la courbe de progression impacta négativement l'exécution de bien d'agenda au plan international. La question sur l'état d'avancement des projets retenus dans les domaines prioritaires de développement ne sera pas occultée lors de ces assises. Cette assise nous permettra de faire un point sur l'état d'avancement de nos projets retenus dans des domaines prioritaires de développement tels que l'eau, le patrimoine, la culture
et le tourisme, ainsi que le renforcement du capital humain. Cet exercice d'évaluation nous offrira aussi l'occasion d'échanger sur les ajustements possibles et ou nécessaires afin de mieux juguler les effets néfastes de la pandémie de la COVID-19 sur la dynamique de mise en œuvre de nos projets. La cérémonie de lancement officiel de cette session qui a connu la présence de tous les représentants des ministères concernés a été marquée par l'intervention par visioconférence depuis Dakar de Yann Gall, délégué général de la Wallonie-Bruxelles près de Dakar, accrédité au Bénin, chef de la délégation. Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République gabonaise près le Bénin avec résidence à Lomé, Saïd Beloko et Sylvia Khalef, ambassadeur chef de la délégation de l'Union européenne auprès de la République du Bénin, ont présenté mardi 1er décembre 2020 dans le ministère les copies figurées des lettres de créance au ministre des Affaires étrangères de la coopération Rolien Benochi. Suivons ici l'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République gabonaise près le Bénin avec résidence à Lomé, Saïd Beloko. Avec le ministre des Affaires étrangères et de la coopération, nous avons échangé, fait déjà le point sur la coopération qui existe déjà entre nos deux États. Nous savons que le Gabon et le Bénin sont deux pays plus que frères. Donc nous avons un cadre de coopération à réviser, parce que c'est des accords aussi qui datent de longtemps. Nous avons évoqué cette possibilité de relecture de cadre de coopération, de réviser les accords qui nous lient et de voir les fortifier. Et aussi, nous avons échangé sur la présence des autorités diplomatiques béninois au Gabon. Le ministre nous a bien expliqué la stratégie au niveau au plus haut niveau de l'État béninois, sur la stratégie économique qui a entraîné la fermeture du consulat général du Bénin au Gabon. Nous avons très bien reçu, nous avons très bien apprécié les argumentations que nous a présentées Monsieur le ministre des Affaires étrangères, et il nous a rassuré que la coopération reste aussi dynamique avec la relation que nous avons ici, notre consulat général qui est déjà installé ici, et l'accréditation de l'ambassadeur que je suis ici montre aussi la bonne tenue et la bonne coopération qui existe entre nos deux États. L'UNICEF appuie le Bénin pour la vaccination. Des dons ont été offerts au ministère de la Santé mercredi à Cotonou. Ayat Foué pour le reportage. 3 véhicules flambant neufs. C'est un don de l'UNICEF pour accompagner les efforts du gouvernement dans le domaine de la vaccination. Selon le représentant de l'UNICEF au Bénin, cette action a pour but principal de réduire la mortalité infantino-juvénile dans 3 zones sanitaires du département de la Liborie. C'est pour contribuer à ces efforts que l'UNICEF est heureux ce jour de remettre au ministère de la Santé 3 nouveaux véhicules pick-up après ceux de juillet dernier. Ces véhicules, d'une valeur totale de 43 244 553 francs CFA, sont destinés à renforcer le dispositif logistique optimisé et améliorer l'approvisionnement en vaccins dans les 3 zones sanitaires département de la Liborie. Il s'agit des zones sanitaires de Banyukwara, Malanville-Karimama et de Kandi Gougounou-Sebana. À la suite de l'UNICEF, la Banque africaine de développement, avec l'appui de l'Organisation mondiale de la santé, a offert une ambulance médicalisée au Bénin. Ce matériel roulant permettra la prise en charge rapide et dans les conditions requises des malades liés à la COVID-19. Pour le représentant de l'OMS, ce don fait partie des dispositions prises par les institutions internationales pour accompagner le Bénin dans sa lutte efficace contre cette pandémie. Cette ambulance va permettre non seulement de réduire les délais pour la prise en charge, donc ramener rapidement le malade au niveau des centres de traitement, mais prendre le malade directement en charge dans l'ambulance également, le réanimer, etc. Donc, c'est bien à point nommé dans le cadre de la COVID, où la plupart des malades sont en détresse respiratoire
et ils ont besoin d'être amenés très rapidement ou d'être pris en charge le plus rapidement possible. Vendredi, la Banque africaine de développement a décaissé une aide budgétaire d'urgence à destination du Bénin d'un montant d'environ 4 milliards de francs CFA, toujours pour appuyer cette lutte contre le Covid-19. Et un troisième volet de ce fonds catalytique mis à disposition par la BAD est mis au niveau de l'UMOA et de l'Agence ouest-africaine de santé qui va apporter un autre soutien en matière de kits de dépistage et de sensibilisation et de traitement de l'information dans la lutte contre le Covid-19. À l'endroit des partenaires, le directeur de cabinet du ministère de la Santé a exprimé la reconnaissance du gouvernement. Doté d'un lit, de l'oxygénation, d'un électrocardiographe et d'un kit de survie, cette ambulance médicalisée dispose de l'essentiel pour sauver des vies. Les nouvelles africaines et internationales. Quelques heures après que l'Éthiopie ait accordé aux Nations Unies l'accès à la région nord du Tigré, une explosion s'est abattue sur l'une des principales voies d'accès. Mercredi, la télévision d'État a diffusé des images montrant le tribunal saccagé de l'aéroport. Une explosion que l'armée éthiopienne impute aux forces rebelles du Tigré, accusées de vouloir retarder son avancée. Le Premier ministre Abiy Ahmed a donné l'accès aux travailleurs humanitaires après 4 semaines de conflit armé entre les forces éthiopiennes et l'armée du Front populaire de libération du Tigré. Un immeuble de 3 étages dans le quartier de Moharam-Bek s'est effondré mercredi à Alexandrie, dans le nord de l'Égypte, faisant au moins 6 morts. Les équipes de sauvetage ont pu retirer des décombres le corps de 3 femmes et 3 hommes. Un périmètre de sécurité a été instauré par la police afin de permettre aux équipes de recherche de tenter de retrouver d'éventuels survivants. Plus jeune président de la 5e République lorsqu'il était élu en 1994, Valéry Giscard d'Estaing, mort mercredi 2 décembre à l'âge de 94 ans, issu du centre droit libéral et démocrate chrétien qui a bâti l'Europe d'après-guerre. Depuis l'annonce de son décès ce mercredi soir, les hommages affluent, saluant comme en écho le modernisateur du pays qu'il souhaitait incarner. Les hommages sont venus de tous les bords de la classe politique française, à commencer par l'actuel chef de l'État qui lui a succédé 36 ans plus tard. Dans un long communiqué nécrologique, Emmanuel Macron salue le progressiste qui pendant 7 ans transforma la France. Et puis avant de boucler cette édition, la justice californienne vient de trancher contre le gel des visas de travail imposés par Donald Trump en juin dernier jusqu'en 2021, notamment le visa H1B. Selon elle, l'administration Trump n'a pas démontré qu'elle avait de bonnes intentions de contourner les procédures administratives requises, c'est-à-dire bloquer ces visas. C'est une victoire pour les entreprises de la Silicon Valley qui embauchent une importante main-d'œuvre étrangère. C'était donc le journal sur la 102.3 Diaspora FM. Merci à toutes et à tous pour avoir suivi ce rendez-vous de l'actualité. Corneille Aïssa au micro, Didier Guédou au son. Au revoir et à demain.